Très bien. Le résultat, la conséquence. Maintenant, on définit approximativement le DFG et bien sûr la clairance de la DFG sur donc comment on limite le facteur masse corporelle. Très bien. Donc on va rapporter on va corriger, on va ajuster la clairance de la créatinine à l'unité de surface corporelle. Donc on va faire une correction. Ça veut dire un patient obèse, donc il a un facteur masse corporelle. Donc ça veut dire on doit ajuster la clairance de la créatine. Est-ce qu'on va utiliser chez un patient obèse la clairance qu'on trouve pour l'assimiler au DFG? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a le facteur masse musculaire. Donc on doit ajuster. Ça veut dire on doit... Vous connaissez en fait comment on ajuste? C'est très simple, la règle de 3. Supposez que par des calculs, s'il vous plaît. C'est très simple, la règle de 3. Il n'y a pas photo, il n'y a pas quelque chose de miraculeux. Hein. Donc, vous avez un patient obèse. Par exemple, il a une surface corporelle de 2 mètres carrés. 2 mètres carrés. Et vous allez trouver une valeur de clairance de créatinine. Est-ce que vous allez utiliser cette clairance? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment? Oui? Vous divisez par la surface corporelle. Si vous divisez par la surface corporelle, vous allez avoir l'unité de surface corporelle. C'est très simple. Vous allez faire la corrélation entre 2 mètres carrés et 1,73. Est-ce que c'est clair? Vous allez faire la corrélation entre 2 et... Ça veut dire que vous allez diviser 2 sur 1,13. Vous allez trouver un chiffre. Ce chiffre, vous allez corriger la clairance. Ça veut dire que vous allez multiplier par ce chiffre pour avoir la nouvelle clairance qui est valable. Maintenant, votre nouvelle clairance pour ce patient, elle est comment? C'est une clairance corrigée par rapport à la masse corporelle. Donc, vous allez l'avoir par 1 sur 73 mètres carrés. Est-ce que c'est clair? Très bien. Et donc, le résultat, maintenant, on peut approximativement toujours, stratifier si vous voulez, classer les différents stades de l'insuffisance rénale. Évidemment, les études ou bien les recommandations, ils classent les insuffisances rénales en 5 classes. Vous avez la fonction rénale normale, supérieure, DFG supérieure, ou bien la clairance de la créatinine corrigée supérieure à 90 ml par minute par 1,73 m². L'insuffisance rénale légère, entre 60 et 89. L'insuffisance rénale modérée, de 30 à 59. L'insuffisance rénale sévère, 15 à 29. Et l'insuffisance rénale terminale, inférieure à 15. Vous voyez? Bien sûr, l'insuffisance rénale chronique, terminale, c'est l'indication de conduite à tenir. Pas autre chose, soit la dialyse, soit la greffe rénale. Très bien, donc vous devez, c'est très facile, donc vous allez retenir le chiffre 90, le chiffre 60, le chiffre 30, le chiffre 15. Donc inférieur à 15, 15, 30, 30, 60, 60, 90. Très bien. Mais cette approximation à la DFG, est-ce que dans ce cas, elle est idéale? Qu'est-ce que nous avons dit? Elle est toujours imparfaite. Pourquoi? Parce qu'on a résolu le problème de la masse corporelle, mais est-ce qu'on a résolu, par exemple, les autres facteurs, y compris la sécrétion, par exemple? Ça veut dire que cette approximation, ce sont des initiatives, des formules développées, validées, mais toujours qui acceptent des améliorations. Ça veut dire qu'on peut avoir à n'importe quel moment une nouvelle approximation
qui sera mieux corrélé au DFG. Et c'est le cas. Dernièrement, on recommande une nouvelle formule qui s'appelle la formule CK-DEP. Donc la CK-DEP est aussi, il y a maintenant l'arrivée, s'il vous plaît, pas de discussion bilatérale s'il vous plaît, il y a l'arrivée d'un nouveau concept, on parle aussi de la maladie rénale chronique. Donc la maladie rénale chronique. Et vous voyez qu'il y a une petite amélioration, là si vous voulez, un petit changement de l'ancienne classification. Donc maintenant on parle du stade 1, 2, 3B, 4, 5. Donc si vous voulez, on a partagé l'insuffisance rénale modérée en deux. Nous avons ajouté un autre point qui est 45. Donc toujours 90, 60. Dans l'ancien, il y avait 90, 60, 30, 15. Maintenant, c'est 90, 60, 45, 30, 15. Voilà. Donc, 90, 60, 45, 30, 15. Donc, on parle de la maladie rénale chronique avec un DFG normal ou augmenté. On parle aussi de la maladie rénale chronique avec DFG. Lahdo, s'il vous plaît, regarde. Ici, on parle plutôt de comme j'ai dit, la maladie rénale. C'est une maladie, mais le DFG dans ce cas, il est normal, ou même augmenté. Donc, est-ce qu'on peut parler de l'insuffisance rénale? C'est plutôt une maladie. Il y a un problème, donc le DFG il est normal ou augmenté, donc c'est plutôt une maladie rénale. L'insuffisance rénale modérée, l'insuffisance rénale sévère et l'insuffisance rénale terminale, toujours la même. Donc vous voyez, chaque fois, il y a une amélioration de ces formules approximatives. Très bien. Maintenant, la confirmation et le suivi. Ça veut dire qu'on va chercher les conséquences. Donc vous voyez, la rétention des déchets azotés, on a parlé de la créatinine qui fait déjà d'ailleurs, qui fait la définition du stade de l'atteinte rénale. Et bien sûr, l'urée aussi, c'est un déchet métabolique, donc rétention de l'urée. Donc une hyperazotémie. Donc une hyperazotémie qui peut évoluer vers un coma urémique. Pourquoi? Comment on peut expliquer ce coma urémique? Lahdo, coma urémique. Oui? C'est une substance qui peut endommager la barrière. Très bien. Donc n'oubliez pas, le point de départ, le point clé, c'est l'urée. Elle est synthétisée uniquement par le foie. C'est le cycle de l'urée. Donc, s'il y a une augmentation très importante de l'urée, le foie, il y a donc une perturbation, une hyperammoniémie aussi qui peut donner un coma, parce que évidemment les ions ammonium sont des ions très toxiques qui peuvent franchir la barrière hémato-encéphalique. Donc l'hypercalémie, oui. Oui, en fait, c'est pas, il va arrêter de synthétiser, mais la synthèse et la sécrétion de l'urée, tellement la concentration de le compartiment extérieur, elle est très augmentée. Ça veut dire on ne va pas trop charger encore, donc c'est pas la, vous aurez un obstacle, si vous voulez, un obstacle ionique, électrolytique, d'où l'ajout des quantités très importantes dans le compartiment vasculaire. Donc ça veut dire que le foie aussi, il peut être touché secondairement et il y aura une hyperammoniémie et je dirais, encéphalopathie secondaire à l'insuffisance à l'hyperémémie. C'est pour cela qu'on parle de coma urémique. L'hypercalémie,
l'hypercalémie, vous avez la protéinurie. La protéinurie. La protéinurie, c'est un facteur de pronostic, de suivi. Surveiller l'ionogramme sanguin et urinaire, bien sûr, parce qu'il y a une perturbation des électrolytes. Le bilan phosphocalcique, parce qu'il y a une perturbation de la calcémie, de la phosphatémie. La NFS. Pourquoi la NFS? Hein? Très bien. Donc, principalement, l'hémoglobine, l'anémie. Parce que, évidemment, les reins, ils produisent l'érythropoïétine. Et l'érythropoïétine, c'est un facteur hématopoïétique. Donc, on va avoir une anémie. Donc, dans le cas de l'insuffisance rénale chronique, lorsque la fonction endocrine est touchée, donc on peut avoir une anémie. Oui? Bien sûr, on peut être amené à injecter l'érythropoïétine, à apporter l'érythropoïétine. C'est une alternative aussi. Pardon? S'il vous plaît, donc là, s'il vous plaît. Dans la pathologie rénale, l'insuffisance rénale chronique, donc comme j'ai dit, c'est une pathologie évolutive. Donc il y a les atteintes des fonctions rénales. Et en fonction de la perturbation des paramètres clinico-biologiques, donc vous pouvez poser ou la définir votre conduite à tenir. Ça veut dire j'ai cette perturbation, je dois formuler ma conduite à tenir pour s'opposer à cette perturbation, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Donc, bien sûr, vous allez traiter cas par cas. Il y a des patients qui développent une infection rénale, urinaire. Il y a des patients qui sont diabétiques. Donc, il y a des patients qui sont hypertendus. Donc, chaque cas à part. Donc, il y a le commun, mais vous allez traiter chaque cas à part. Il y a deux patients, un qui a une perturbation de l'équilibre phosphocalcique. Le deuxième ne présente pas cette perturbation. Donc, je dirais, le comportement envers les deux, ce sera différent. Donc, surveiller l'ionogramme sanguin et urinaire, le bilan phosphocalcique, l'NFS. Bien sûr, l'NFS, c'est aussi bien, l'NFS, c'est important quand même. Ce n'est pas uniquement l'anémie, mais je peux aussi avoir des renseignements sur les polynucléaires, par exemple, les globules blancs, parce qu'il y a une infection, par exemple. Donc, aussi, il y a des données, bien sûr, en ajoutant à cela le CBU, ça veut dire les études, l'examen cytobactériologique des urines, avec la CRP, par exemple. Donc, il y a des facteurs qui me donnent la possibilité d'explorer les infections urinaires. La cytologie urinaire, bien sûr, la cytologie urinaire, c'est l'infection des voies urinaires, la présence, par exemple, des globules blancs, au niveau des urines, mais aussi l'étude des sédiments. Les sédiments au niveau des urines, est-ce qu'il y a passage des sédiments, est-ce qu'il y a la présence des sédiments, etc. Quel type de sédiments, etc. aussi peut apporter énormément de renseignements pour l'exploration de la fonction rénale. Donc l'étude des sédiments urinaires. Très bien. Donc, avec l'utilisation de ces marqueurs classiques, les gold standards, si vous voulez, gold standard, ça veut dire les marqueurs les plus utilisés, les plus fiables. Il y a toujours des tentatives, si vous voulez, de valider, de rechercher des paramètres qui peuvent être aussi utilisés et qui peuvent, je dirais, limiter ou diminuer les limites de l'utilisation des facteurs, les autres facteurs classiques. Donc chaque fois, il y a, si vous voulez, introduction d'un nouveau paramètre. Mais soyez sûr que jusqu'à présent, la créatinine reste le paramètre, le gold standard, le paramètre de choix dans l'exploration rénale. Parmi ces paramètres qui ont montré quand même leur valeur ajoutée, si vous voulez, donc on cite la cystatine C. Donc la cystatine C, c'est une protéine endogène qui aide à empêcher la dégradation des tissus conjonctifs et contribue à protéger l'organisme des infections.
elle est proposée, ou bien elle a été proposée comme meilleur paramètre pour estimer le débit de filtration glomérulaire. Et vous allez voir pourquoi. Tout simplement, à votre avis, c'est... Qu'est-ce qu'on a dit pour la créatinine? Oui? Très bien, bravo. Donc c'est petite limite si vous voulez. Donc on a découvert la cystatine C qui ne présente pas ses défauts, qui ne présente pas ses limites. Mais, l'handicap majeur pour le développement de la cystatine, ce sont principalement des obstacles, des problèmes techniques. Donc on va voir une comparaison. La créatinine dépend de la masse musculaire. La cystatine C, elle est indépendante de la masse musculaire, de l'âge et de la race. Filtrée par les glomérules, la cystatine, automatiquement, il doit être filtré par les glomérules. Si ce n'était pas le cas, est-ce qu'on pourrait utiliser bien sûr, la filtration, s'il n'est pas filtré par les glomérules, ne peut pas donner une idée sur l'état de la fonction rénale. Très bien. Donc, obligatoirement aussi, il doit être filtré par les glomérules. Sécrété par le tube, catabolisé et non sécrété. Vous voyez? Donc, la cystatine présente cet avantage de ne pas être sécrétée par les tubules. Ça veut dire, ce qui est filtré, c'est le même qu'on doit avoir en aval, au niveau des canaux, au niveau des je dirais, des urines. Oui? Très bien, la sécrétion tubulaire, la lumière tubulaire. Mais nous, en pratique, on dose la créatinine dans le sang, mais non pas dans les urines. Et la même chose pour la cystatine, on va la doser dans le sang. Oui. À quoi on va penser si elle sécrète ou non dans les urines? Très bien, oui. Votre collègue a posé une question. Il a dit que, puisque la créatinine, on la dose au niveau du sang, au niveau du plasma. Quel est le problème, que ce soit sécrété ou non? Bravo. La classification du stade rénal, c'est la clairance de la créatinine. Le passage courant, l'utilisation courante, si vous voulez, de routine, c'est la créatinémie. Mais la stratification exacte approximativement bien sûr, de la classe d'une insuffisance rénale, c'est aussi on a besoin d'utiliser la créatinine urinaire. C'est clair? Très bien. Donc la cystatine est non sécrétée. Et vous voyez la limite, s'il vous plaît. Les limites les plus importantes, c'est que les problèmes techniques, surtout techniques, ça veut dire la validation du dosage et les méthodes utilisées. Donc, pour la créatinine, on a vu la technique déjà faite, notamment la technique standardisée. Et d'ailleurs, j'ai oublié, vous devez mentionner, s'il vous plaît, Naya, s'il vous plaît. Je peux l'ajouter. Donc, ici, créatinine, il recommande l'utilisation de la créa enzymatique. Voilà. La créatinine. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, si vous voulez, les nouvelles recommandations de l'utilisation de cette formule nouvelle, hein, donc les C4DEP, et il recommande l'utilisation de la créatinine enzymatique et pas la créatinine déjà faite. Ça veut dire d'autant plus que vous utilisez la technique enzymatique, vous allez encore améliorer votre corrélation par rapport au DFG. Parce que la méthode chimique, méthode de Jaffe, c'est moins sensible, plus ou moins fiable que
la méthode enzymatique, ça veut dire technique. Hein. Dosage enzymatique, on utilise une enzyme, ou bien dosage chimique, c'est la méthode de Jaffe. Donc pour l'amélioration encore de cette classification, de cette corrélation avec le DFG, donc on a la recommandation d'utilisation de la créatinine enzymatique. Très bien, donc comme j'ai dit, donc il y a les limites techniques. Donc les techniques ne sont pas tellement toujours validées, les kits sont très chers et les techniques sont immunologiques, hein, onéreuses, coûteuses, et ils ne sont pas, si vous voulez, plus ou moins adaptés à l'usage de routine. La créatinine, n'importe quel automate, il peut la faire. Donc alors que la cystatine, c'est un paramètre qui n'est pas encore validé dans toutes les plateformes. Très bien. Donc la synthèse, une synthèse pour l'insuffisance rénale chronique. Donc lorsque vous avez une atteinte glomérulaire, donc lorsque l'anomalie porte sur la filtration glomérulaire, donc vous voyez, il y a surtout une protéinurie positive. Pourquoi? Parce que les glomérules, c'est une barrière, le cas normal, c'est une barrière de filtration, de perméabilité des protéines. Donc si là, les glomérules sont atteintes, donc automatiquement, voilà, donc le passage des protéines. Les maturés. Bravo. Donc l'atteinte des glomérules, le dysfonctionnement de la perméabilité, en fait, il y a un problème de perméabilité, donc passage des macromolécules, voire des cellules. Donc ça veut dire le passage des protéines et le passage aussi, on peut avoir un passage des globules rouges qui donne une hématurie. Et l'hypertension artérielle. La néphropathie interstitielle, les antécédents urologiques, les infections aux obstacles, les médicaments néphrotoxiques. Et dans ce cas, vous voyez, lorsqu'il s'agit d'une atteinte interstitielle, donc les protéinuries, elle est beaucoup moins parlante que dans le cas de l'atteinte glomérulaire. Surtout ici, vous voyez, il y a une leucosuturée, ça veut dire le passage des leucocytes, des globules blancs, hein, l'acidose hyperchlorémique et les reins, peut-être parfois la confirmation radiologique. Donc les kystes, la présence des kystes ou la présence des reins bosselés. L'origine vasculaire, donc c'est notamment les antécédents d'hypertension artérielle, d'infarctus, d'artérite, des membres inférieurs, etc. Donc les origines ou bien les causes vasculaires. Et la maladie héréditaire, donc les antécédents familiaux. Très bien. Maintenant, on va passer à un autre chapitre, ou à un autre cours. C'est le syndrome néphrotique.